Allez, c'est parti. Alors là, je suis dans le logiciel Clip Paint Studio Pro. J'ai déjà parlé de ce logiciel dans une autre vidéo, mais à l'époque il s'appelait Manga Studio Pro. Voilà, donc là c'est la version 1.7.2, comme vous le voyez. Il est pas mal ce logiciel, il peut faire, autant il fait, en gros il fait l'illustration, la BD, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des carrés, des cases. Il fait aussi tout le type de réglage de BD, ça vous pouvez faire un mélange d'illustration et BD, et là carrément de l'animation. Voilà, donc c'est assez large. En termes de pinceaux et autres, il y a tout, il y a le crayon, les plumes de différentes formes. Voilà, on peut même en rajouter en allant sur internet. Il y a des gens qui en créent, vous pouvez vous-même en créer d'ailleurs. Voilà, pareil pour les crayons. Et ce qui est intéressant aussi, c'est toute cette partie de peinture, notamment peinture aquarelle et autres. Là par exemple, là c'est aquarelle transparente. Quand on appuie, c'est foncé. Et ensuite on peut du coup créer un espèce de dégradé, quelque chose d'assez doux sur le visage. Voilà. Ça c'est si vraiment on veut mettre une petite couleur. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, si vous avez déjà de la couleur, vous pouvez repasser dessus pour plus ou moins l'étaler. C'est pas mal. Voilà. En gros, c'est un très bon. J'aime beaucoup cet outil depuis que je l'ai découvert. C'est vrai que j'utilise principalement pour dessiner et quand j'ai travaillé sur iPad. J'ai même enfin voilà, je me suis rendu compte qu'il l'avait créé en application et je l'ai récupéré. Alors je vais vérifier des choses sur le dessin. Ça c'est un dessin que voilà, j'avais fait un dessin à la base, je trouvais qu'il n'était pas assez complet, il y avait que Alice avec sa tasse. Je le trouvais sympathique, mais je trouvais que ça ça racontait pas grand chose. Si ce n'est une fille qui boit une tasse, quoi, enfin qui boit du thé, mais bon, voilà, donc je me suis dit que j'allais rajouter un peu du contenu au niveau de l'histoire. Je vais changer la résolution, là je suis à 100, donc je viens de me rendre compte de ça, ce qui est pas super, on va dire 150 en termes de finesse de trait, et ça risque de pixeliser si un jour je veux, je sais pas moi, l'imprimer en plus grand par exemple. Allez, je vais mettre ça en 300 dpi. Largeur, donc là c'est dans une... Ok, est-ce qu'on met 21, 29, 7? Non, on va laisser comme ça. Voilà, donc là je vais choisir. Donc la résolution est meilleure. Après ça reste, comme la résolution de base était 100, c'est pixelisé. Mais à partir du moment où je vais commencer à faire mes traits, à partir de maintenant, il n'y aura plus cette pixelisation puisque je me suis mis à la bonne résolution. Voilà. Alors, j'ai différentes façons de faire. Soit je fais des traits bien droits. Voilà. Soit je repasse au fur et à mesure en faisant mes traits pour donner cette courbure. Alors là, en sachant que j'ai mal au pouce, je me suis blessé. Du coup, je vais y aller tranquillement. Je ne peux pas trop tordre mon doigt dans tous les sens. Donc je vais faire des petits traits. Alors, là je viens de me rendre compte de quelque chose. C'est vraiment pas mal. Mais par contre, je me suis mis en... J'ai créé un calque... ça s'appelle un calque de vecteur. Donc ça veut dire que là, les traits que je fais, si je veux revenir dessus, je peux pour les changer. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas trop.
Ça n'a pas vraiment de nécessité pour moi, ou peut-être qu'en tout cas dans ma façon de bosser, c'est pas encore dans mon workflow comme on dit. Parce que parfois j'essaie d'évaluer l'épaisseur de mes traits, j'essaie de voir un petit peu, de revenir sur mes traits pour les rendre plus épais au fur et à mesure. Et comme c'est un système de vecteurs, ben, toutes les touches que j'aurais fait vont être visibles. Là, j'en ai fait qu'une seule par exemple, et je peux rectifier un peu, voilà. Mais je trouve ça horriblement long, je préfère encore retracer mon trait, l'effacer et le retracer. Donc, du coup, je vais créer un calque classique. Ce qui fait que maintenant, voilà. Et d'ailleurs, je trouve même que c'est bien plus stable. Ça n'est pas ce que ça donnait tout à l'heure, ça, je sais pas. Je sais pas pourquoi. D'avoir une fonction aimant ou quelque chose comme ça. Voilà, comme ça là je peux travailler mon épaisseur comme je veux. Hein. Ah oui, je précise que j'ai pas sur ce stylet en fait, je n'ai pas la fonction tilt, ce qui est la fonction qui permet de repérer quand c'est l'inclinaison, voilà, ça permet de repérer quand je crée une inclinaison. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, n'ayant pas cette fonction tilt, quand je fais mes courbes, ils gardent la même épaisseur, et ça c'est un peu dérangeant, parce que quand on a un plume, du coup on a cette fonction, on reconnaît l'inclinaison du feutre ou du plume, de la plume quand on l'utilise. Voilà. Et là effectivement c'est un peu, c'est pas possible. Donc j'ai cette petite contrainte, voilà, matérielle, parce que là je suis repassé. J'attends, je réfléchis un peu sur les prochains achats, sur mes prochains achats geek, on va dire, en tout cas de création numérique. Et j'ai gardé la Surface Pro que j'utilise, donc c'est elle qui n'a pas la fonction tilt sur l'ancien stylet, parce que j'ai la version 4, mais ça fonctionne très très bien. Voilà, donc là du coup je vais reprendre mes traits comme ça, en gommant et en affinant. Voilà, mais sinon effectivement j'aurais pas besoin si j'avais cette fonction tilt. Voilà, et avec un vrai crayon, du coup, on peut gérer cette finesse. Voilà, ensuite, là c'est un peu trop épais, je vais affiner un peu. Allez, c'est bon, je commence à m'habituer à nouveau à cette petite gêne que j'ai au niveau du pouce. Et à refaire des traits plus francs. Alors, pourquoi si je suis en train de dessiner quelque chose, je vais sur une autre partie de mon dessin, c'est parce que parfois
j'ai quelque chose sous les yeux et je suis pas encore convaincu sur le trait que je vais faire. Donc du coup, je m'occupe de ce qu'il y a aux alentours pour voir quelle harmonie je vais donner à mon dessin. Alors pour les yeux, bon, comme j'aime bien effectivement ce qui est, enfin, j'aime la justesse. Du coup, j'utilise cet outil qui me permet de faire le contour des yeux parfaitement pour être sûr que ce soit bien rond. Voilà, je duplique le calque et voilà. Bon, je vais réduire un peu la pupille parce qu'elle fait un peu flipper. Voilà. Je vais encore dupliquer. J'ai transformé la pupille de couleur noire, blanche, pardon. Voilà. Alors, je sais pas trop la réaction que les gens peuvent avoir, mais je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont considérer ça comme étant de la triche, mais c'est une façon de travailler plus rapidement. Et pour moi, la triche, c'est faire un dessin qui ne nous appartient pas. Celui-ci m'appartient. La façon dont je vais le travailler, ça aussi, c'est quelque chose qui m'appartient. Donc du coup, bon, ça permet d'être plus rapide, plus efficace, de perdre moins de temps sur ce genre de choses. Là, pareil, je vais dupliquer la pupille. Voilà, et je vais le mettre à la taille par rapport à la perspective. Voilà. Ah, d'ailleurs, erreur de ma part. Voilà, je vais tout dupliquer.
Voilà, j'ai dupliqué le calque, enfin, le dossier, et je le réduis par rapport à la perspective. Parce qu'en termes de perspective, si on a une tête légèrement tournée, l'effet de profondeur fait que l'œil du côté gauche va être plus petit. Voilà, je dis ça pour les gens qui commencent à dessiner ou qui des fois trouvent qu'il y a des choses un peu bizarres sur leur dessin. Et voilà, c'est ce genre de petits détails qui permettent d'avoir quelque chose de plus cohérent. Après, on peut aussi prendre le parti pris de ne pas faire attention à ça et d'avoir un style qui permet de déformer complètement. Il n'y a pas de règle, je dirais, à ce niveau-là. La règle, c'est de représenter les choses comme on en a envie. Et c'est ce qui va faire qu'on reconnaît le style de quelqu'un. En réalité, le plus important, c'est vraiment de sentir que la personne, elle prend plaisir en fait à faire des traits, elle prend plaisir à représenter les choses qu'elle a sous les yeux. Voilà, je pense que tout ça, ça se ressent. Ok. Là, par exemple, petite chose, je savais pas trop si je devais descendre le trait ou le remonter. Et là, j'arrive à faire cette courbe-là correctement, et là, non. C'est tout bête, c'est parce qu'effectivement, comme je dis, j'ai mal au pouce, et ça m'empêche d'avoir un mouvement correct. J'ai un peu le pouce un peu rigidifié par les pansements que j'ai pu mettre dessus. Donc je vais prendre par le bas et utiliser plutôt le poignet pour faire ma courbe. Et là, du coup, ça va fonctionner. Pareil pour ceux qui dessinent, parfois on va utiliser le pouce, les doigts pour faire une ligne, et après on peut aussi passer du doigt au poignet ou travailler uniquement avec le poignet. Donc c'est vraiment selon les lignes, la longueur des lignes et la façon dont on est le plus confortable. Bon, pas de soi que ça, je peux le gommer, donc c'est pas un souci. Ou je pouvais aussi le laisser, c'était pas un... Voilà.
Alors, chose intéressante dans ce logiciel, c'est que quand on est en mode vecteur et qu'on veut gommer, on a cette fonction. C'est-à-dire que le mode gomme nous permet de, si on croise par exemple deux traits, ici on va gommer exactement la partie sur laquelle on va passer. Ici on va effacer la partie qui correspond à l'intersection, comme c'est indiqué. Là on va effacer la ligne entière qui croise la seconde. Voilà. Donc ouais, c'est assez intéressant pour être plus rapide à ce niveau-là, pour gagner du temps. Et comme je disais, moi je suis pas super fan parce que bon, pour l'instant j'ai pas encore l'aisance pour travailler avec ce système. Je trouve que comme il y a à un moment donné, on peut activer un stabilisateur. Et parfois ça donne quelque chose de trop différent de sa façon de dessiner. Et puis comme je disais, cette histoire de doigt là m'empêche de dessiner exactement comme je veux. Mais je vais pas activer le stabilisateur parce que du coup ça risquerait de donner quelque chose que je veux qui ressemble pas à ma façon de dessiner. Ah, j'en profite pour vous dire que j'ai installé en fait sur l'écran de ma tablette, j'ai installé une protection qui possède le grain papier. Alors du coup, ça donne cette sensation, cette résistance que l'on a avec le papier. Je n'ai plus l'écran tout lisse qui glisse sous mon stylet. J'ai maintenant en fait un minimum de résistance qui est lié au grammage qui a été ajouté sur ce papier. J'ai plus en tête le nom de ce type de papier, mais vous pouvez me le demander sans problème en MP. Et je vous retrouve ça. Éventuellement, si j'y repense, je le mettrai dans la vidéo, dans le lien de la vidéo. Enfin, en commentaire en tout cas, en description.
qu'est-ce que je peux dire? En attendant, j'ai refait plusieurs fois le dessin. Alors celui-là, c'est le dessin de base. J'ai rectifié les yeux. Non, ça c'est pas le dessin de base, pardon. Ça c'est celui-ci le dessin de base. J'ai retravaillé pas mal celui-ci pour que ça corresponde le plus possible avec cette petite fille que j'ai dessinée. Avec Alice que j'ai dessiné. Je veux que ce soit le plus un peu comme on fait en animation. J'ai imaginé en fait la rotation de sa tête et une expression différente sur son visage, tout en gardant le même personnage en fait. Ce qui n'est pas forcément une tâche facile, parce qu'effectivement ça correspond vraiment à... C'est ce que fait comme travail les... oui, c'est ce que fait quelqu'un qui dessine, mais les intervallistes font ces transformations-là. Les images, les intervallistes, c'est-à-dire les gens qui font les dessins entre les deux positions clés d'un dessin animé. Donc par exemple, on prend l'exemple d'un bras en l'air qui se baisse. L'intervalliste, c'est celui qui va faire les dessins qu'il y a entre ce bras en haut et celui qui se baisse. Et donc c'est vrai que le character designer, lui, va travailler son personnage, montrer l'aspect qu'il peut avoir de face, de profil, et les intervallistes vont imaginer les étapes intermédiaires. Et j'ai un peu la sensation quand je crée un personnage et que je lui donne une nouvelle expression, de faire un peu ce travail du character designer. C'est encore une autre étape du dessin. C'est-à-dire qu'on peut dessiner quelque chose et avoir beaucoup de mal ensuite à le dessiner sous un autre angle. Donc voilà, c'est vraiment une habitude, un vrai boulot en fait. Là par exemple, je suis en train de me dire que mon nez est trop en arrière, trop en avant. Ou alors, j'ai le choix, c'est la bouche qui serait trop en arrière, mais j'opterais plutôt pour le nez. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est genre, effectivement, c'est ce genre de petites choses qu'on peut rectifier avec un logiciel de dessin en numérique. Après, on peut le rédiger. Disons que j'ai la comparaison en fait. J'ai le dessin de base en bleu et l'ancrage en dessous. Donc là, j'ai de la chance de ne pas être sur du vrai papier, puisque si je devais ancrer sur du vrai papier, il faudrait que soit je recommence, soit que je mette du Tipex ou correcteur pour le rectifier. Là, je vais en profiter, je vais dupliquer les yeux que j'ai fait déjà en dessous. Voilà, ça m'épargne la tâche de le refaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça me permet aussi de voir que le dessin que j'avais fait, l'œil était légèrement plus petit. Après, l'expression est différente, mais c'est intéressant. Donc libre à moi de soit réduire
en me disant que l'orientation donne une perspective différente. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, parce que c'est plutôt ça. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que ce sont des calques. Donc, je peux masquer la partie que je ne veux pas sans la détruire. Donc, c'est-à-dire qu'elle existe encore et je peux revenir dessus. Ah non, déjà, j'ai fait une erreur. Voilà. Voilà, donc là j'ajoute de la perspective aussi, encore une fois, comme un œil c'est rond, et bien du coup la pupille elle est légèrement déplacée, puisque voilà, le globe est rond, donc la pupille se déplace avec cette perspective. Donc c'est ce qui permet de donner cette sensation qu'elle regarde le gâteau. Voilà, avec très peu de choses. Et je pourrais même peut-être baisser un peu l'ensemble, mais c'est pas trop mal. Voilà, donc est-ce que vous voyez la différence? Je vais vous montrer. Là, voilà, donc là on a vraiment la sensation qu'elle regarde ce gâteau, et je vais même baisser les yeux.
Et voilà. Voilà, donc je pense que vous voyez bien la différence. La petite astuce, je vous le remets. Là, on a l'impression qu'elle regarde plutôt au loin. Là, au loin et vers nous. Là, donc ça c'est les rectifications que j'ai fait. Voilà. Allez, on continue. Donc c'est là où effectivement ça aurait été pratique cette fonction avec la gomme si j'avais choisi de faire un calque différent, mais c'est pas grave. Je vais au plus près et j'ai gomme comme ça. Comme je disais, ça fait plus naturel, ça fait moins clinique comme façon de dessiner. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses pour le moment. Alors, hop, voilà, j'ai oublié son petit nœud dans les cheveux. Il y a une fonction qui est intéressante aussi quand on choisit de faire un calque de vecteur, c'est que le trait qu'on a fait, on peut revenir dessus et choisir de l'épaissir d'un seul clic. Donc on le sélectionne et on peut l'épaissir. Comme ça, si on veut, plutôt que de repasser par-dessus, faire un nouveau trait, on a juste à revenir dessus en sélectionnant le trait. Donc il y a toutes ces lignes, ces points de vertex qui apparaissent et ça permet de choisir son épaisseur.
Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un très fin. Alors, voici le dessin. Ancré. Purée, le mec il finit ses phrases 10 ans plus tard. Je suis tellement concentré. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors maintenant je peux nettoyer un peu. Je peux allez, je vais créer un nouveau calque pour faire les autres petites modifs parce que peut-être que je changerai. Je peux donc. Donc rajouter ma patte graphique. J'aime bien faire cet effet là. Hop. Alors là, bah pareil, là je vois qu'il y a j'ai deux serre-têtes différents. J'en ai un qui est pas très bien fait. Je vais le rectifier. Attends, comment j'ai fait ça? Fin en bas et épais en haut. Ok.
Voilà, voilà. Ok, je vais revenir avec des petits traits à nouveau à certains endroits. Par exemple, bon, déjà il faut que je fasse l'intérieur de la bouche. On rectifie la main.
Voilà ce dont je vous parlais par rapport à ce pinceau. Si on va du noir vers le blanc, ça éclaircit, et quand on peut aussi retourner dans l'autre sens pour éclaircir, enfin, ça s'assombrit, mais aussi on peut retourner dans l'autre sens pour éclaircir. Donc là, je pars du blanc, et je récupère en fait du blanc de la feuille pour créer mon dégradé là-dessus. Évidemment, en tatou, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais pour avoir quelque chose de... Voilà, c'est encore une autre technique. Mais pour avoir quelque chose d'assez lisse sur un dessin comme ça, c'est pas mal. C'est intéressant. Ça donne comme une dilution de l'encre. Voilà, donc là j'appuie fort à la base et après je vais un peu plus léger. Ok.
rajoute les ombres qui vont bien. On va effacer un peu ça. Non. Parce qu'elles sont un peu trop foncées, celles-ci. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un calque couleur avec une petite teinte de rose ou de rouge. Il est très léger. Soyons fous. Petite pointe de bleu.
Voilà. Bon, ben voilà. Hein. Petite dernière chose, peut-être. Ouais, je vais tester mon calque à vecteur. Pour la dernière touche, on va mettre un peu de relief. Comme j'ai sacrément mal maintenant, après cette heure de dessin, je vais mettre le stabilisateur. Allez, je m'arrête là parce que j'ai vraiment très mal en fait. Mon pouce n'est pas encore complètement guéri. Mais c'est pas mal. Ouais, j'ai vraiment trop mal. Ok. Je vais peut-être essayer avec un autre. Le gars insiste. Le gars veut pas lâcher le morceau.
qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Bon ben voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez toujours m'en faire part dans les commentaires. Et puis voilà, à bientôt, salut.